Merci à nos quatre intervenants. Merci à nos quatre intervenants, pardon. Écoutez, je vais donner le micro au premier qui le demandera. Tu veux quelque chose? Ça part vite. Merci à tous les cinq. Moi, je voulais juste dire que j'étais très très sensible à un aspect que vous avez dit à plusieurs, qui est que les mouvements tels qu'on les vit aujourd'hui contre la loi El Khomri, c'est des moments où on prend conscience collectivement du fait que les événements contre lesquels on se bat ne sont pas des événements isolés tels qu'on nous les présente, et qu'effectivement ce sont des moments dans des processus continus, patients, puissants, entretenus, et que se rassembler tous comme ça contre des mouvements comme ça, des apogées, c'est en fait la prise de conscience de ça. Et vous avez parlé tout à l'heure de la continuité, on va dire, historique. La loi El Khomri s'inscrit dans une continuité historique. Je voulais aussi ajouter qu'elle s'inscrit, il y a certaines dispositions très importantes, et certaines comme le CPA ne sont pas suffisamment mises en avant, qui sont aussi des unités, des continuités comme ça un peu horizontales et pas historiques, et qui amènent à rassembler des petits bouts comme ça qui peuvent paraître épars, comme le CPA, le compte personnel d'activité, le statut d'auto-entrepreneuriat, et ces projets qu'on voit un peu poindre comme ça, plus ou moins discrètement un peu partout, que sont grosso modo les revenus de base. Si on fait l'unification de tout ça, on voit aussi un mouvement, une sorte de continuité, d'homogénéité qui est extrêmement dangereuse et qui constitue un appât vraiment chargé de venin que beaucoup de jeunes risquent de mordre. Et il faut qu'on utilise aussi ce moment de collectif pour prendre conscience de ça. Et surtout, quand on doit prendre conscience de plusieurs unifications, comme ça à la fois historiques et horizontales, on doit leur opposer quelque chose qui a la même puissance, c'est-à-dire quelque chose qui a la même continuité, qui a la même homogénéité. Et Bernard y a insisté, le projet qui est un projet parmi d'autres, voilà, moi j'y adhère aussi, projet de réseau salariat à travers ce projet de salaire à vie, ça a la vertu d'être un projet qui a la même puissance. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur un processus continu historiquement, qui est la construction de la cotisation sociale, que nous on voit comme un mécanisme permettant de financer autre chose que la sécurité sociale, et qui donc comporte aussi une puissance qui vient de l'histoire. Et on a aussi un projet qui est horizontalement homogène et qui est capable de s'opposer à cette force extraordinaire que constituent ces trois éléments extrêmement dangereux. Et donc, il faut absolument, comme on le disait tout à l'heure, réveiller un petit peu ces forces politiques pour leur dire: faites des propositions, construisez des contre-propositions aussi puissantes que celles que vous constatez de par votre expertise et que vous faites sentir, notamment aux jeunes à travers ces mouvements, ces soulèvements, et ne vous contentez pas de bloquer, de stopper ce qui aujourd'hui est perçu comme quelque chose d'un peu mécanique, d'un peu ronronnant. Non, il faut opposer une force égale à ces forces extrêmement dangereuses. Et je vous invite à, par exemple, vérifier le côté pernicieux des mots. Vous avez entre les mains une note de l'Institut européen du salariat à propos du CPA qui amène à déconstruire cette appellation même, compte personnel d'activité. Non, on s'oppose à cette appellation, ça n'est pas un compte qui est associé à la personne. Et donc rien que cette appellation est elle-même de la propagande vraiment mensongère, contre laquelle il faut résister pour faire prendre conscience de la puissance de ces petites touches qui en fait sont des éléments d'un mouvement continu. Donc il faut vraiment se saisir de ça. Lisez le document, vous vous convaincrez du côté extrêmement malin de ce système. La fongibilité des comptes personnels, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Il faut vraiment diffuser cette parole-là pour faire ouvrir les yeux à tout le monde sur ce risque qui est très très majeur. On parle souvent du risque écologique, risque social, risque guerrier. Le risque social de construction d'institutions sociales comme ça est un risque tout aussi important.
Je ne vais pas prendre la parole très longtemps parce qu'il y a sûrement plein de gens qui ont des choses très intéressantes à dire. Ça fait juste plaisir de voir ce soir qu'il y a du monde et effectivement qu'il y a des jeunes. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Cyril, sur la précarisation et sur vraiment, là on a en ce moment, avec tout ce qui est en train de se passer, avec ce mouvement, on parle beaucoup des jeunes, oui, il y a une agglomération de choses, il y a des mouvements qui se fédèrent dans la société. Il faut que ces mouvements-là ils continuent à se fédérer et ça passera par ce mouvement global, un vrai changement. Parce que c'est vrai aussi, souvent on a déploré, il n'y a pas beaucoup de jeunes, il n'y a pas beaucoup de... Eh ben, oui, parce que les jeunes, souvent rentrés dans une perspective aujourd'hui d'engagement permanent, quand on a face à soi la précarité, quand on a face à soi une angoisse profonde qui est concrète, qui est réelle, parce que vivre aujourd'hui dans un avenir très incertain, c'est hyper angoissant. Il a parlé aussi de nouvelles méthodes, de militantisme. Il y a peut-être des mots à certains qui vous ont un peu dépassé. Voilà. Je pense que c'est par cet ensemble qui n'est pas homogène, qui représente toutes les couches de la société pour aller vers un changement, que ça passera. Juste quelque chose sur ce qu'a dit le camarade de la CGT du livre. Il y a des syndicalistes dans la salle, il y a des élus. Moi, je suis conseiller municipal. On s'est déjà retrouvé dans des situations avec des usines qui ferment et tout, donc avec des familles qui sont vraiment dans la merde, pour dire le mot, avec des gens dont la vie elle est foutue. Et ça aussi, c'est des dimensions qu'il faut qu'on prenne en compte, parce que ce soir on est entre nous, mais il y a aussi ces 10 millions de personnes en France qui sont laissées sur le bord de la route. Je vais vous donner un exemple. Un jour, un copain me disait oui, lui c'est un connard, il se mobilise pas dans la boîte alors que gna 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 gna. Je dis ben ouais, mais lui il a un crédit, il a sa femme qui est au chômage, ils ont 3 gamins, ils font comment? Je pense aussi qu'il faut prendre en compte tous ces aspects-là. Il faut qu'on arrive à comprendre chacun nos difficultés pour revenir à l'usine qui ferme, des salariés demain à qui je leur dis bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va confisquer les moyens de production et puis voilà, on cherche pas de repreneur. Je pense que ça va être un petit peu compliqué à faire passer la pilule parce qu'ils veulent du concret, ils veulent que demain les salaires tombent. Et ça, c'est possible, effectivement, mais c'est possible par un mouvement de masse, par un mouvement qui transforme la société. Il n'y a pas 36 000 solutions de le faire. Là, effectivement, c'est semé, donc il faut que ces graines, elles prennent et qu'on continue à se battre tous ensemble. Et c'est important tous ensemble et des fois peut-être arrêter, poser un petit peu, mettre un petit peu de côté des choses, effectivement, qui sont peut-être finalement au bout d'un compte d'un autre temps. Voilà. Très bien. D'autres personnes veulent intervenir? Oui, nous sommes nombreux ce soir. Je viens de compter, nous sommes pratiquement 100. Donc, belle soirée. Bonjour. Alors, du coup, moi je suis étudiant à Clermont-Ferrand. Je sais pas si c'est bon. Ok, d'accord. Du coup, c'était juste pour réagir par rapport à ce qu'on dit, donc, mais que plutôt mes camarades étudiants et lycéens aussi. Donc, je suis tout à fait d'accord sur ce qui a été dit. On voit qu'il y a vraiment un élan, on voit qu'il y a vraiment un mouvement. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une réalité, et cette réalité, c'est que les étudiants, en tout cas moi je le vois à Clermont-Ferrand, et je pense que mes camarades ne pourront pas me contredire, la mobilisation étudiante à Clermont-Ferrand, honnêtement, elle est presque inexistante en fait. Les lycéens se bougent, les lycéens nous mettent une grande claque, nous montrent un très bel exemple, ils se mobilisent. On pensait que ça allait juste durer quelques jours. Il y a un lycée qui est bloqué depuis une semaine. Ça fait une semaine qu'il est bloqué. Une semaine qu'il s'organise. Hier, il y a eu une coordination lycéenne. Mais le mouvement lycéen, le mouvement étudiant, il est quasiment inexistant. Il y a une réalité qui est celle que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de réel grand mouvement étudiant. À part en 2010, où comme on l'a dit, ça a été une grosse défaite. Et du coup, je pense qu'il y a eu un désintéressement, un désengagement des étudiants. Et ça, il faut vraiment trouver des nouvelles méthodes. Je pense ça passe aussi par les réseaux sociaux. Ça passe, on essaye, nous, en Assemblée Générale et en comité de mobilisation, de trouver des moyens de réintéresser les étudiants, de réintéresser les jeunes à prendre vraiment leur avenir en main. Je pense qu'ils se sont un peu laissés, en tout cas en discutant, moi j'entends beaucoup
d'étudiants qui disent oui, mais mon avenir, il se joue en classe, en allant en cours. Ouais, ça c'est vrai, mais le problème c'est que si à la fin des 3 ans d'études, 5 ans ou 8 ans, ça dépend quel niveau on a, le diplôme il vaut rien et il n'y a pas de travail au bout, en fait toutes ces heures passées en classe, elles auront servi à rien. Et du coup, je pense qu'il faut... Alors, moi je suis pas syndiqué, du coup, je fais juste partie du comité de mobilisation. Bon, j'étais à l'UNEF l'année dernière. Mais du coup, je pense qu'il faut réfléchir à réintéresser la jeunesse. Il faut que les anciens aussi expliquent sans... moi, je suis étudiant, je n'irai jamais dire à un lycéen, je n'irai jamais faire de leçons de quoi que ce soit. Mais peut-être réintéresser, leur dire que leur avenir, c'est à eux de le prendre, c'est eux qui sont les acteurs de leur propre destin en fait, et que du coup descendre dans la rue c'est important, bloquer les facultés, les lycées c'est important parce que c'est comme ça qu'ils auront la visibilité et ils pourront reprendre la parole que le gouvernement leur vole, parce que aujourd'hui comme tout citoyen, les jeunes, on leur laisse pas la parole, on les laisse pas dire ce qu'ils veulent, on fait semblant de s'y intéresser comme Hollande l'a fait en nous disant que c'était priorité à la jeunesse. En fin de compte, on voit que rien du tout, on nous laisse comme d'habitude bien dans notre merde et moi j'ai pas envie de faire des études pour qu'au final j'ai rien. J'ai pas envie de voir mes copains et mes copines qui peut-être ne peuvent pas faire d'études, parce qu'il y a aussi ça aussi, il y a ceux qui peuvent pas faire d'études, il y a ceux qui n'ont pas envie, ou alors qui font qui veulent travailler dans des domaines où ça ne nécessite pas d'études, les voir leur dire non en fait vous n'avez pas fait d'études alors vous aurez rien, et puis ceux qui ont fait des études vous avez trop fait d'études alors vous aurez rien non plus. Aujourd'hui on nous met dans un étau dont on ne peut pas sortir, parce que si on n'a pas de qualification, on n'a rien, et si on a des qualifications, on n'a rien non plus. Donc je pense que voilà, il faut vraiment réengager les jeunes, les étudiants, et leur dire que leur avenir c'est pendant leurs études qu'il faut faire bouger les choses. Et je vais pas trop non plus je vais pas non plus trop prendre la parole du coup. En tout cas, c'était pas prévu que je vienne ici, mais ça me fait plaisir, j'apprends beaucoup de choses, et merci à tous, et surtout aux 5 intervenants. Voilà. Bonne soirée. Oui, moi, juste un mot. Je me suis rappelé, pendant toutes ces interventions, que dans les années 90-95, il y avait un monsieur qui s'appelait Denis Kessler, qui était le numéro 2 du MEDEF à l'époque, dans les 90-95, et qui faisait partie d'un cercle de réflexion libéraux. Et on avait des camarades qui avaient réussi à extraire un document, qui était un document de réflexion, justement, issu de cette réflexion des libéraux de combat, j'appellerais des libéraux de combat. Et déjà, dès ces années-là, j'avais ça au local syndical, il faudrait que je le retrouve, était théorisé tout ce que nous vivons actuellement. C'était partagé en 2 volets essentiels. C'était la destruction des droits sociaux, et d'une manière radicale, avec les reprises sur la sécurité sociale, sur toutes ces choses-là étaient déjà théorisées. Et le 2e volet, c'était la destruction complète des services publics et la privatisation et leur mise sur le marché. Et ça allait au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y avait un mode opératoire qui était décrit à l'intérieur. Et on a l'impression aujourd'hui, au vu de ce mode opératoire que j'avais lu pour partie à cette époque-là, qu'ils ont même pété les plombs par rapport à ce qu'ils disaient. Puisqu'ils disaient, par exemple, pour les écoles, que lorsqu'on fermait les écoles, il ne fallait pas fermer 2 écoles à proximité, mais qu'il fallait faire attention pour éviter les mouvements sociaux, de fermer qu'une école, et puis dans la foulée, c'était
d'un cynisme absolu. Mais on est habitué avec ces gens-là d'avoir affaire à des gens extrêmement cyniques. Et donc ça, c'était des modes opératoires décrits. Et on voit qu'aujourd'hui, les modes opératoires, ils ont perdu parce qu'ils ferment plusieurs écoles en même temps. Ils flinguent la sécurité sociale, ils flinguent le droit du travail, et tout ça en même temps. Et je pense qu'effectivement, au vu de ce qu'on a eu comme discussion, la défaite de 2010 leur a donné des ailes. Soyons clairs, pour nous, c'est une défaite, pour eux, c'est une putain de victoire. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas, malgré 3 millions de manifestants, on avait à peu près, en 2010, c'était à peu près 3 millions de personnes qui avaient défilé dans les rues, eh bien, ils avaient réussi à gagner. Et c'était considérable pour eux, ça voulait dire qu'ils pouvaient passer par-dessus une mobilisation massive. Et donc, ils tentent le coup maintenant d'aller beaucoup plus loin. Et la loi El Khomri, moi j'ai entendu dire que c'était la continuation. Ce n'est pas que la continuation, c'est une accélération. On est dans un mode d'accélération terrible là. On touche aux fondamentaux de tout ce qui a été fait par le Conseil national de la résistance. Et je le rappelle, à une époque où le patronat n'était pas très fier de lui parce qu'il avait largement collaboré avec les Allemands pendant la dernière guerre et qu'il n'était pas en position de refuser beaucoup de choses. Et tout ça, on l'a obtenu dans cette période et aussi dans la période précédente. On ne va pas faire de l'histoire, mais tout ceci, ils n'ont jamais renoncé à nous le reprendre. Deuxième chose, et j'en aurais fini, c'est par rapport à la mobilisation actuelle. Moi, je voudrais bien croire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays. Alors si je vais sur Internet, oui, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Je suis comme tout mouvement qui est très sympathique, par ailleurs, On vaut mieux que ça, je suis toutes les vidéos, et je trouve que c'est effectivement très encourageant du point de vue de la prise de conscience des jeunes, et on voit qu'ils sont capables de réfléchir et de bien comprendre quelles sont les reprises qui sont en train de s'effectuer. Au-delà de ça, moi j'aimerais bien croire que la mobilisation ne reste pas que théorique, et ne reste pas que sur le... Pour le moment, pour moi c'est du virtuel. C'est vrai qu'on parle beaucoup des réunions dans les facs, les assemblées générales. On est quand même loin de ce qui se passait en 1968. Alors, c'est pas une critique, hein. C'est pas une critique, mais je veux dire simplement, non mais, je ne fais pas de critique, je dis simplement qu'il ne faut pas trop vite s'enflammer. Le 31 sera une étape importante. Je rappelle quand même que à midi, on est 24, il y avait une mobilisation prévue à midi, place Piquant. J'ai été un petit peu refroidi, parce qu'on était quoi, allez, pas plus que dans cette salle. Et c'était pas les mêmes, pour certains, peut-être moins. Peut-être moins. Donc je suis généreux. J'espère qu'on n'assiste pas au début d'un effondrement alors que ça n'a pas commencé. Je dis qu'à un moment donné, et beaucoup d'anciens, hein, soyons clairs, il y avait dans ce rassemblement à midi beaucoup de retraités, beaucoup d'anciens. Heureusement qu'ils sont là, ils savent eux ce qu'on va perdre, et c'est pour ça qu'ils étaient présents. Il faut maintenant que la mobilisation, elle prenne dans les entreprises, et je ne suis pas certain qu'on est encore à ce stade-là. Il y a encore énormément de travail, ne baissons pas les bras, et le 31, je pense qu'effectivement, ça sera une étape importante pour pouvoir aller au-delà. Je rappelle quand même qu'il y a des signes importants. Il y a la nuit rouge qui a été déclarée, c'est-à-dire les gens qui vont rester au-delà de 31. Il y a eu l'appel des 100 syndicalistes qui viennent de syndicats très très différents et qui sont en charge de responsabilité. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas se dire que les syndicalistes sont uniquement des gens conformistes, encroutés dans leur local syndical. Il y a aussi à l'intérieur des syndicalistes des gens qui sont extrêmement actifs. Et dans l'appel des 100 syndicalistes, vous avez des responsables du DUEL et de la CGT, de la FSU, de Solidaire et de la CNT qui se sont unis pour faire un texte commun et qui appellent à quoi ? À la continuation du mouvement après le 31. Donc ça, c'est des choses importantes. Il faudra regarder ce que ça donne. Il faudra surtout, nous tous, y attendre. Voilà. Soyez optimistes. Attendez, on va... peut-être y avait un attend. Non, vous voulez pas ou on... Allez-y, à mesure. Allez-y. Juste une remarque.
Facebook, YouTube, Twitter, tout ce que vous voulez, s'il n'y avait pas eu un minimum de jeunes pour se mobiliser, les vieilles organisations n'auraient pas fait grand-chose. Je pense. Bien, réponds. Je vois, moi, que le 9, la première mobilisation, elle a été boostée par les jeunes. YouTube ou pas YouTube, ça, les moyens modernes sont fabuleux. Et même, pourquoi il y a cette question de l'inertie? Tu rappelles fort à propos des appels unitaires, etc. Il y a une inertie réelle qu'il faut vaincre le 31. Notre tâche, je ne suis pas un spécialiste de ce mouvement, j'y suis pas, c'est vous qui y êtes, je ne vais pas parler à la place, je dis le 31, pour qu'il soit réussi, il faut qu'il y ait une suite, mais le 31, il faut qu'il y ait des grèves. Et il faut que dans les entreprises, le niveau de mobilisation soit atteint de telle manière que la puissance du mouvement pose naturellement la question de sa suite. Sinon, et je vous dis, j'ai pas la science infuse, vous répondez. Moi, je trouve que pour l'instant, c'est enthousiasmant, et j'ai la trouille du syndrome de 2010. Pour l'instant, nous n'avons pas été jusqu'au bout du potentiel du mouvement. Ça, c'est le fond de l'affaire. Et aucune organisation n'est achetée au panier dès l'instant où elle démontre sur le terrain, dans l'entreprise, qu'elle est capable de jouer son rôle. Il n'y a pas d'a priori. Ça, c'est le fond de l'affaire. Et on va non pas se compter, on va exploiter la force du coup de pied au cul que nous a donné la jeunesse, comme d'habitude. Et là, il faut être modeste et il faut se donner les tâches, non pas de commentaires, non pas de dénonciation, mais de réussite d'un grand 31. Et je pense que c'est là-dessus, sur des tâches concrètes, sur des mots d'ordre qu'il faut véhiculer, qu'on doit préparer la semaine prochaine. Merci. Voyons comment... Ah ouais, bravo. Pardon, je repasse la parole. Bonsoir, je vais essayer de pas être trop long. Bon, d'abord, je voulais dire que j'étais d'accord totalement avec l'intervention de Pierre Mottet et aussi avec le camarade de la CGT du livre. Je voulais remercier les intervenants parce que ils nous montrent que la mobilisation d'aujourd'hui, c'est pas qu'une mobilisation en défense de ce qui est en train d'être attaqué, mais qu'on peut aussi construire une contre-attaque, et pas qu'à la loi El Khomri, mais aussi à la NIT 2013, mais aussi à la loi Macron, mais aussi à la politique globale du gouvernement. Ce matin, à la manifestation de Clermont, il y a un camarade qui a voulu filmer l'interpellation d'un lycéen, un camarade étudiant de l'UNEF, et ce camarade-là s'est fait fouiller par la police, et on lui a relevé son nom, sur la base de vous ne filmez pas parce que c'est l'état d'urgence et vous inquiétez pas, on a bien retenu votre nom, faites gaffe à vous en gros. Et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec Jean-Louis quand il rappelle que la bataille sur la question de l'état d'urgence, la bataille sur la question des droits démocratiques et la bataille sur la question des droits sociaux, ces deux batailles-là sont convergentes et qu'on doit absolument les mener en même temps. Les mener avec les camarades des Goodyear, les mener avec les camarades d'Air France, et c'est impératif. Après, Philippe, je te trouvais un petit peu inquiet pour la suite, même si pourtant tu en as vu des mouvements sociaux. On est dans une génération, dans la jeunesse, qui n'a jamais connu un mouvement social victorieux. Aujourd'hui, les gens qui rentrent à la fac, qui sont en première année, n'ont pas connu une seule bataille, y compris, ou pas du tout de bataille, dans leur lycée. Ils n'ont jamais bloqué leur lycée, etc. Et pourtant, le 9 mars, on était plus nombreux qu'à la première manifestation de 2006 contre le CPE. Et en plus de ça, on est dans une situation qui n'est pas la même qu'en 2006. On est dans une situation où il y a ce régime sécuritaire qui est en train de parachever une sorte de logique de la 5ème République, une logique autoritaire de la 5ème République, et on est vers ce qui pourrait, sans en rajouter, aller dans le sens d'une crise de régime. On voit que Hollande,
il n'arrive même pas à faire passer la déchéance de nationalité, alors qu'il était sûr qu'il arriverait à la faire passer. Voilà, c'est une situation quand même complexe, y compris pour le pouvoir. Et du coup, les répercussions du mouvement d'aujourd'hui peuvent être beaucoup plus importantes pour notre camp social que celles du mouvement de 2006. Et du coup, dans ce contexte-là, alors, les camarades qui disent oui, la jeunesse est mobilisée, alors je ne vais pas être aussi négatif qu'Arthur, oui, il y a une grosse mobilisation dans la jeunesse, il y a une grosse mobilisation dans les lycées, mais aussi dans les facs, après ça dépend des facs, mais il y a aussi des étudiants à qui on explique depuis qu'ils sont, y compris au lycée, qu'il faut être compétitif, qu'il faut réussir ses études, etc. etc. Ces gens-là, ils ont oublié que les étudiants, en fait, ils allaient à l'université pour acquérir des savoirs, qui n'étaient pas que des savoirs qui devaient être mis en... Enfin, servir directement à l'entreprise, que les entreprises, elles avaient aussi à former leurs salariés, que ce n'était pas forcément le boulot de l'université. Et du coup, il y a tout un travail de réapprentissage à faire. Et effectivement, les réseaux sociaux, ils permettent de mobiliser, mais ils permettent de mobiliser dans la rue. Parce qu'effectivement, c'est cette question qui va se poser. Et je suis d'accord aussi avec le camarade de la CGT, il faut que les directions syndicales, à partir du 31, se rappellent qu'elles ont un rôle d'outil. Nous, à l'UNEF Auvergne, pour ceux qui militent, parce que j'y milite aussi, on a toujours considéré dans les mouvements étudiants que notre rôle, c'était un rôle d'outil. Et que du coup, on se met au service des assemblées générales, on se plie aux décisions des coordinations des assemblées générales, et effectivement, c'est ce boulot qu'on va avoir à faire. Mais en même temps, je pense qu'il y a un peu de quoi souffler, quoi. Parce que pour des militants politiques ou pour des militants syndicaux qui ne voient pas la lutte politique que comme une lutte qui va d'élection en élection et qui est en dehors de la société concrètement, là on peut se dire, oui, il se passe quelque chose dans la société, oui, ça va avoir des répercussions politiques, ça va avoir des répercussions dans la conscience des gens, et du coup on est au début d'un mouvement qui peut se concrétiser vers une alternative politique à terme. Parce que l'alternative politique de 2017 ou d'après, ce sera l'alternative des gens, des 1,5 million qui ont commencé à signer la loi travail, ce sera l'alternative des goodyears, ce sera l'alternative de ceux qui sont dans la lutte aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut qu'on continue de se battre, qu'il faut que les salariés soient à nos côtés, et qu'à terme, oui, YouTube suffira pas, la question de bloquer des raffineries, la question avec l'aide des étudiants, mais ça sera aussi et surtout aux salariés de le faire. Voilà, merci. Merci, bravo. Bonsoir, je voudrais juste un petit mot concernant la méthode et sur effectivement l'engagement des jeunes et sur cette mobilisation. J'ai deux exemples à donner. Vous avez parlé des youtubeurs, et parmi ces youtubeurs, je ne sais pas si vous connaissez une jeune femme qui s'appelle Tatiana Yarazabek. C'est une jolie rousse. Voilà. Moi, j'ai eu l'occasion de la côtoyer au sein d'un parti politique que j'ai quitté récemment, probablement pour la même raison pour laquelle cette jeune femme a quitté le secrétariat national de ce même parti. Je l'ai entendue à Paris dans les conseils nationaux auxquels j'ai eu la chance de participer, parce qu'il y avait aussi des choses intéressantes. Je l'ai souvent entendu dire des choses que les camarades de ce parti n'ont pas su entendre. C'est-à-dire, justement, portant sur la méthode. Comment s'y prendre pour ne pas continuer uniquement de dire il faut voilà, c'est ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'elle disait en gros, Tatiana? Elle disait qu'il faut renouveler la méthode, il faut s'inspirer par exemple des gens qui sont engagés au sein du Podemos. Ils ont donné des exemples, ces gens-là se sont formés. Comme disait Franck tout à l'heure, il faut être à la hauteur, parce que ceux qui sont en face, ils sont bien organisés, bien déterminés, très très forts. Il faut qu'on soit fort, à la hauteur, il faut qu'on renouvelle nos façons de faire, il faut qu'on renouvelle notre propagande, il ne faut pas avoir peur de ce mot, parce qu'on en a besoin, de notre langage. Je suis prof de linguistique, donc je suis très sensible à ça, donc à la fois à la pédagogie, donc vous en avez un petit peu parlé, de pédagogie, c'est-à-dire que vous avez parlé du fait qu'il faut expliquer les dangers de cette loi de travail, etc., expliquer, mais d'une manière efficace, nouvelle. Et justement, les youtubeurs, c'est pas juste parce que c'est sur Internet. C'est pas ça ce qu'ils ont fait. Ils ont su parler d'une manière claire, pédagogique, intelligente, méthodique. C'est ça ce qu'ils ont su faire. Et un deuxième exemple, pour ne pas m'arrêter sur cet exemple-là,
je suis prof à la fac, et donc concernant la fac des lettres, par exemple, qui est effectivement, pour l'instant, assez faiblement mobilisée, mais je vois de jeunes, et une autre jeune femme que je côtoie assez régulièrement, que je vois venir, c'est la 3e fois qu'elle vient dans mon cours, et je l'admire, et là, elle commence à être rodée, son discours devient de mieux en mieux, et les étudiants qui sont plutôt passifs, c'est des jeunes filles, voilà, en linguistique, voilà, pas très mobilisées, qui commencent à applaudir. Pourquoi? Parce qu'elle vient avec un langage nouveau, avec des choses personnalisées, avec des questions qu'elle pose, et au lieu de juste uniquement donner des explications. Voilà, je pense qu'elle a réfléchi à la façon dont elle peut parler aux autres, aux jeunes, à ses camarades, étudiants, etc. Donc voilà, il faut penser à la méthode, à renouveler, et à être un petit peu novateur. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas trop comment faire, j'observe ces jeunes, et j'observe comment ils font, et je pense qu'on peut beaucoup apprendre de ce qu'ils font. Et il ne faut pas négliger, il faut bien les observer et essayer de s'en inspirer. Parce que pour certains, ils ont compris ce qui s'est passé en Espagne, ils ont compris qu'il est absolument indispensable de désigner une sorte d'ennemi. Voilà, on a des ennemis en face, il faut les désigner. Je me souviens, Tatiana parlait d'oligarchie, d'accord? Maintenant, voilà aussi des galères, des gens s'adresser aux gens réels qui vivent réellement. Donc ce qu'ils font maintenant, c'est-à-dire les appels au témoignage. Chacun est appelé à donner, donc raconter un peu ses galères liées au travail, l'exploitation, l'esclavage qu'ils subissent. Et ça fonctionne bien parce que c'est ce qu'on appelle storytelling. Voilà, ça a bien fonctionné pour de nombreux présidents américains, etc. Il faut s'inspirer de ces outils-là, de la propagande, d'une manière intelligente, pour être bien armé, pour pouvoir opposer quelque chose de nouveau et pas juste nos pieds, juste notre force, parce que cette force peut s'épuiser. Donc il faut une méthode. Encore une fois, j'ai pas vraiment de leçons à donner ni de méthode prête à diffuser, mais j'observe et je continue à observer. Je vous invite aussi à les observer et à vous en inspirer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent intervenir? C'est au fond. Il y avait Mireille, au fond. Je voudrais reprendre mon propos sur le fait que la loi El Khomri est dans la stricte continuité de 40 ans de dérive. Parce que nous ne pourrons être à l'offensive contre cette loi que si nous faisons le bilan de notre échec depuis 40 ans. Et que si nous ne le faisons pas, nous continuerons sur des programmes qui nous empêchent de gagner. La revendication de sécurité emploi-formation, par exemple, est une revendication qui ne s'attaque pas au marché du travail, qui est le cœur de la difficulté de la jeunesse à être reconnue dans le monde du travail. Et à ne pas s'attaquer au marché du travail, à ne pas dire le marché du travail doit être supprimé, comme il l'a été déjà, par exemple dans la fonction publique, en ne nous attachant pas à ces résultats importants qui ont été conquis pour les étendre à tous. Nous ne parvenons pas aujourd'hui à nous adresser aux jeunes de façon qu'ils soient convaincantes. Je prends les 8 vidéastes qui ont mis en mouvement On vaut mieux que ça, derrière Usul et le Stagirite. Ces vidéastes-là partaient, comme beaucoup de ceux qui aujourd'hui sont dans l'économie collaborative, partaient du revenu de base. C'est parce que nous avons, à Réseau Salariat et ailleurs, insisté, et depuis longtemps, alors au niveau des communistes et de l'UEC, sur l'importance de dire salaire à vie, que ces 8 vidéastes-là sont pour le salaire à vie. Usul a fait une vidéo sur le salaire à vie qui en est à plus de 500 000 vues. Lorsque nous nous adressons aux étudiants en termes de salaire à vie
en disant clairement comment nous pouvons le faire concrètement. J'ai donné un exemple à partir de démarrer, par exemple, sur les 5 premières cohortes. Il y a une audience tout à fait considérable et qui nous sort de l'inaudibilité dans lequel est la sécurité emploi-formation. Lorsque nous prenons maintenant la reprise des entreprises par les salariés, évidemment que c'est pas un mot d'ordre comme ça où on claque dans les doigts et ça se fait. Bien sûr que non. Pour faire un pneu, il faut 150 brevets. Donc on va reprendre la boîte, d'accord, on fait des pneus, sauf que on doit passer par 150 brevets qui ne nous appartiennent pas, qui ont été monopolisés par des groupes capitalistes et qui nous en... Bon, donc les choses ne sont pas du tout simples. La question, c'est que, à ne pas poser comme première fondamentale le changement de propriété des entreprises, à dire indéfiniment que on va simplement conquérir des droits nouveaux de gestion pour les salariés. Vous voyez ce discours, droits nouveaux de gestion pour les salariés. Mais ça n'a aucune audibilité. Faire une campagne permanente d'éducation en disant mais nous n'avons pas besoin d'actionnaires, nous n'avons pas besoin de prêteurs, on l'a prouvé pour la santé, on produit la santé sans actionnaires ni prêteurs, on pourrait bien sûr produire des pneus sans actionnaires ni prêteurs, bien sûr qu'on peut tout produire sans actionnaires ni prêteurs, nous savons faire, nous l'avons fait, c'est cette bagarre-là qu'il faut mener. Si on mène la bagarre pour un pôle public de crédit, si on mène la bagarre pour une amélioration des financements régionaux, etc., 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 nous sommes inaudibles, nous sommes fautifs. Fautifs, c'est ça la question. Nous perdons depuis 40 ans, parce que nous ne sommes pas... nos mots d'ordre ne sont pas adéquats à la réalité du capital. Le capital n'a rien à négocier. Lorsque les salariés sont en situation de patron qui met la clé sous la porte. La CFDT va dire améliorons l'employabilité, faisons des formations, etc. Les salariés disent on s'en fout, on sait très bien que les stages ce sera du bidon. La CGT dit repreneur, les salariés disent on sait très bien que dans 4 ans le repreneur il aura coulé la boîte. Donc et les salariés disent obtenez-nous des primes extra-légales le plus fort possible. Bien. Les syndicats sont démunis, ils sont ennuyés de cette forme de désertion des salariés. Mais en même temps, cette désertion, elle a un fondement d'observation. Enfin, les boîtes qui sont maintenues, qui sont réachetées, un repreneur, il porte très bien son nom, il pique 2 fois celui-là. Hein. Ouais. Donc alors, encore une fois, c'est pas en claquant dans les doigts, bien sûr, ni pour le salaire à vie, ni pour la propriété d'entreprise par les salariés. Mais à force de ne pas avoir ces mots d'ordre-là, comme les mots d'ordre centraux, nous sommes dans la défaite. Bravo. Oui, c'est vrai que c'est une mer des batailles, moi je le ressens comme ça, mais si on commence à avoir peur de perdre, on va pas l'amener, la mer des batailles. Donc moi, je pense d'abord qu'il ne faut pas tout le temps dire qu'on a perdu. On n'a fait que ça depuis 40 ans. Écoute, moi, mon point de vue, c'est que si tu dis ça comme ça tout le temps, personne ne va avoir envie de lutter. Moi, je suis une vieille 68 ans. On disait aussi, quand on lutte, on n'est pas sûr de gagner, mais si on lutte pas, on est sûr de perdre. Il faut quand même la démarrer, la lutte. Et les jeunes la démarrent, et c'est bien. Ils la démarrent. Arrête de tourner dans le sens. Quel est le poids elle est assise. Sur les perspectives théoriques, à la fois sur le travail, puisque c'est ça la mère des batailles, c'est le chômage qui pèse. C'est très lourd. Et pourquoi je voulais intervenir avant que vous partiez? Parce que je voulais intervenir sur le travail des étrangers. Parce que cette idée qu'ils nous prennent notre travail, et que nous, il faut qu'on s'accroche au nôtre, et que je veux peut-être pas trop lutter parce que j'ai un travail et je suis déjà bien content, eh bien c'est lourd ça. C'est vrai qu'on a été de recul en recul, mais cette bataille-là, même si elle part petit, il faut qu'elle parte.
bon, moi, sur le travail des étrangers, n'oublions pas, parce qu'il y a des choses dans nos têtes qui vont pas très bien là-dessus. De 1900 à 1970, il y a des millions d'étrangers qui sont venus, et c'est pas aux copains de Dunlop qu'il faut que je dise ça. Et souvent, il y avait des recruteurs qui allaient les chercher au pays, comme on disait. Et ils ont travaillé. Le travail contribue au développement de l'économie. On le sait, ça, mais c'est important. C'est pour ça que le salaire à vie, il faut bien l'expliquer. Bien sûr que chaque fois qu'on travaille, on nourrit les capitalistes pour le moment. Bien sûr pour le moment. Mais d'abord, ma première remarque, je trouve ce qui pèse beaucoup dans les têtes, c'est que pour des gens, le travail c'est un gâteau. Et qu'il faut le partager. Et ça, c'est très malsain. Moi, je reviens sur des grandes idées aussi. Le travail, c'est un droit humain. Le travail, c'est pas un marché, c'est un droit humain. Et c'est drôlement important de se sentir utile aux autres. Puis pas rien que de se sentir être utile aux autres. On dit gagner sa vie. Moi, je retrouve que chez les jeunes, ils disent des mots simples et c'est bon, ces mots-là. Et moi, j'ai envie de dire, français ou étranger, dans la vie, c'est l'égalité des droits. Et quand on travaille, on est utile aux autres. Bon, depuis quelques années, j'ai plus que 2-3 choses à dire. Depuis quelques années, et c'est aussi pour ça que cette lutte pour le droit du travail qui protège, elle est importante. Il y a ceux qui viennent, et je parle toujours du travail des étrangers, il y a ceux qui... Je pense que nous allons... Pardon ? Il y a juste une remarque, c'est une dialectique entre le cœur chaud et la tête froide. Ouais. Il faut garder le cœur chaud, parce que chaque fois qu'une flamme, petite, moyenne, grande, naît quelque part, ben ça nous emballe, parce qu'on ne se refait pas, et parce qu'on est tombé tout petit dedans, et qu'on continue à y croire. Et il faut garder la tête froide, parce qu'on en a ras-le-bol des défaites, et qu'avec l'idéal qu'on a en tête, on pourrait faire en sorte que se rencontre la tête froide bourrée d'expérience qui dit « Attention, cette fois-ci, ne nous gourrons pas d'objectifs » et garder le cœur chaud avec toute une jeunesse qui, il y a encore quelques semaines, on pensait qu'elle était individualiste et machin. Ouais, tout à fait. Voilà, cœur chaud, tête froide, ça reste le mot d'ordre. Ouais. Bravo. Je vais passer la parole au dernier intervenant. Non ? Pardon. Cyril, vas-y. Ouais, je voudrais relever brièvement ce qu'a dit la copine. Juste après, une rapide petite phrase. Je pense effectivement que oui, forcément, la lutte est difficile. Enfin, on est face à 30 ans de vulgate néolibérale, France 2, France 3, toutes les chaînes, des chaires d'économie hétérodoxes qui sont fermées, qui sont basculées aux néolibéraux. Forcément, la lutte est difficile parce que y a les esprits à reconquérir et forcément, on a du mal. Nous, étudiants, syndiqués étudiants, et je voulais revenir là-dessus parce que le camarade syndiqué, j'ai pas eu le temps de noter son nom, on appelle, nous, le 31 avril, évidemment. Mars. Encore le 31 avril. Le 31 mars, mais effectivement le 5 avril, c'est ça. Et Mathieu pourra en parler. Il y a eu la coordination nationale étudiante qui s'est tenue ce week-end, il me semble, où effectivement c'était quand même assez bien dans l'unité et dans le respect, dans l'auto-organisation pour certaines facs, enfin très large, une mobilisation très large, qui a effectivement voté continuer la bataille, proposer des choses, proposer effectivement les 32 heures, parce que c'est avec la réduction du temps de travail, à mon sens, qu'on s'en tirera sur ces questions du chômage à court terme. Je suis très favorable, et effectivement défavorable au revenu de base, mais bien plus sur le salaire à vie, le revenu de base, les néolibéraux, il n'y a aucun problème avec. Donc effectivement, les mobilisations continueront. Voilà, moi c'est juste mon petit mot de conclusion et je te passe la parole. Non, moi deux mots, c'est juste, pas une synthèse de ce qui s'est dit, mais ce qui m'a plu. Premier élément, changer le langage et changer la manière de communiquer. Ça veut dire d'abord ne pas utiliser les mots qu'on nous impose. Moi j'en ai marre de parler de plan de sauvegarde de l'emploi quand il s'agit de plan de suppression d'emploi. J'en ai marre de parler de loi de sécurisation de l'emploi quand il s'agit de loi de sécurisation des employeurs. Deuxième chose aussi, convergence des luttes, je suis désolé, mais le premier lycée à Clermont qui est descendu dans la rue, c'était qui? C'était le lycée Lafayette. Et pourquoi ils sont descendus dans la rue? D'abord, parce qu'on leur foutait des portiques aux portes d'entrée.
El Khomri, c'est venu derrière. Enfin, moi, ça me paraît assez clair. Ça, c'est Vauquier, c'est l'état d'urgence, c'est tout ça. Et puis, une troisième chose, je crois que tu l'as dit, d'autres l'ont dit, on a besoin de tous. On a besoin de tous. Moi, les appareils syndicaux, je dis les appareils syndicaux, les têtes, les sommets et les tractations occultes, c'est une chose. La réalité des militants sur le terrain, c'en est une autre. Je dis, on ne peut pas jeter l'anathème. On aura besoin de tout le monde si on veut se battre. Ça veut dire que, y compris ceux qui sont adhérents aux organisations syndicales réformistes, dans les boîtes, il faut discuter avec eux. Moi, le samedi, à Clermont, après la manif du 9 mars, ils étaient quoi, 200 CFTC, CGC, CFDT, sur la place de Jaude, alors qu'on était plus de 5000 3 jours plus tard. J'y suis venu avec mes petits tracts du SAF en disant retrait de la loi, et j'ai discuté notamment avec les gens de la CFDT, le CFTC c'est une autre histoire, mais avec les gens de la CFDT, qui sont aussi pour certains des gens avec qui j'ai mené des batailles par le passé, pardonnez-moi, mais c'est une réalité, et je leur ai dit, voilà pourquoi je suis pour la loi El Khomri. Pour la suppression, attention, pour le retrait absolu de la loi El Khomri, c'est une évidence. Et je leur ai démontré un certain nombre de choses qu'ils ignoraient tout simplement parce que leur confédération avait été aisante sur les sujets de ce type. Bref, je dis que le besoin de tous, c'est que cette bataille, on la gagnera que tous ensemble. Enfin, dernière chose, c'est la question du collectif. Moi, je ne sais pas comment le gérer, ça, je vous le dis franchement. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans une logique de... Les étrangers, on les loge alors que mon fils, il est chômeur et qu'il ne trouve même pas un HLM. Pardonnez-moi, mais c'est ça qu'on entend. Alors comment faire en sorte, c'est une question, hein, j'ai pas de réponse absolue, mais comment faire en sorte que le sens du collectif et le sens de la bataille collective reviennent dans l'esprit des gens. Comment effectivement, en utilisant les mots qu'on saura utiliser, faire en sorte qu'on se rende compte que c'est pas en regardant uniquement son petit avenir et sa petite compétitivité personnelle qu'on aboutira à quelque chose. Voilà. Très bien. Oui, je ne me suis pas beaucoup exprimé tout à l'heure, mais c'est parce que on avait des intervenants beaucoup plus intéressants. À la modestie. J'avais deux, trois choses à dire d'abord. Et la première chose qu'on voit sur ce mouvement qui s'est fait bien avant ce 31 mars en fait, et on l'a dit déjà, il y a eu des interventions là-dessus sur la poussée qui a été faite sur le 9 mars, de la jeunesse, de ces collectifs et tout. Moi j'ai juste une petite question de sémantique, de terminologie, qui est plutôt intéressante à analyser. Ça fait 2 ans depuis... Enfin, 2 ans, non, j'exagère. Ça fait 1 an depuis les attaques contre Charlie Hebdo que, à la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux, on utilise le je. Le je suis Ankara, je suis... Et là, on a utilisé le on. On vaut mieux que ça. Et rien que ce changement terminologique sur l'analyse, sur comment on se représente les choses, on est passé d'une vision très individualiste du jeu et on l'a un peu tous senti, je pense. Et moi, en tout cas, je l'ai un peu senti sur les manifs après les attentats de Charlie. C'était pas cette ambiance des ambiances qu'on a là maintenant, d'ambiance collective, de lutte collective. C'était un moment très différent et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'avaient jamais vécu ce moment-là pour le Je suis Charlie, alors que là, on revient sur des luttes collectives. Donc, et de ces luttes collectives, en fait, ça apporte quoi? Ça apporte une unité du mouvement, en fait. On arrive dans une unité qui s'est créée entre les jeunes, les lycéens. Il faut savoir qu'à Paris 8, par exemple, moi j'étais à la coordination nationale étudiante ce week-end, et on a été accueillis à Paris 8. À Paris 8, les étudiants ont créé une commission de convergence avec les travailleurs. Alors on pourrait se dire, mais dans les faits, ça fait quoi cette commission? Et bien en fait, cette commission, c'était des étudiants qui allaient dans les boîtes, ils sont allés à la Poste, ils sont allés à la gare Saint-Lazare, ils sont allés rencontrer les travailleurs, ils ont discuté, ils ont expliqué ce que eux ils faisaient dans les facs, et les travailleurs leur ont expliqué ce que eux ils faisaient sur le terrain. Et il y a des convergences qui se créent petit à petit. Alors, il y a eu l'intervention du camarade étudiant là sur la difficulté dans les facs, et moi je ne vais pas le remettre en cause. Il y a une réalité, c'est que la mayonnaise, elle prend petit à petit, quoi. C'est un temps long, c'est ce que je disais au tout début, c'est qu'il y a un temps long de mise et de prise de conscience par les gens. Mais ce temps long, il est dû aussi à notre action, à nous,
autant syndicaliste que membre du comité de mobilisation pour nous les étudiants, puisque nous, à l'université, c'est l'Assemblée Générale qui est souveraine sur toutes les décisions pour ce mouvement. Cette Assemblée Générale a décidé de mettre en place un comité de mobilisation, et c'est ce comité de mobilisation qui applique les décisions de l'Assemblée Générale. Et moi, en tant que syndicaliste, je ne suis qu'un outil à ce comité de mobilisation et à l'Assemblée Générale. J'apporte tout ce que j'ai comme en tant que syndicaliste, donc que ça soit en moyens économiques, pédagogiques et de réseau et d'organisation, pour permettre à ce comité de mobilisation et à l'Assemblée Générale de construire le mouvement sur l'université. Et du coup, ce qu'on a compris petit à petit, mais il a fallu du temps, parce que, oui, on est des syndicalistes, donc nous, on sait faire, donc nous, on va avec nos tracts, tac, 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 allez, on va faire la manif et tout, et paf, la première journée, on n'avait que 200 étudiants dans la rue. Et du coup, le comité de mobilisation de l'Assemblée Générale, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit on a besoin de pédagogie sur les luttes, on a besoin de réapprendre, parce que, et c'est ce que disait le camarade, sur les universités, il y a des étudiants de première et deuxième année qui n'ont jamais vécu un mouvement social, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas à quoi ça sert de bloquer une fac, ils ne savent pas à quoi ça sert d'aller en assemblée générale. Pour eux, une assemblée générale, c'est un truc très lointain où on discute, où il y a des gens qui parlent vachement mieux que nous et qui s'expriment. Non, c'est pas vrai, il y a plein d'étudiants, il y a plein de lycéens qui s'expriment dans ces assemblées générales. Et c'est ce débat-là qui construit la conscientisation de notre classe sociale. Et on parlait de toutes ces défaites, là. Il y a eu plein d'interventions sur oui, mais on a vécu des défaites, on a vécu des défaites. Mais toutes ces défaites qu'on a vécues, on les a aussi vécues à cause d'une autre chose. C'est que à chaque fois qu'il y a eu une défaite que nous on considère comme une défaite, la bourgeoisie, la classe bourgeoise n'a pas hésité à appuyer sur cette défaite, à utiliser le cynisme qu'elle a au maximum. Regardez, là sur la loi El Khomri, on nous a expliqué au début que il y avait la perte d'un proche, le décès d'un proche, on nous retirerait nos 2 jours légaux, de congés légaux. Mais vous pensez vraiment que Pierre Gattaz est allé voir Manuel Valls pour lui dire « Écoute, pour faire du profit, vous allez me retirer les 2 jours légaux ?» Mais bien sûr que non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, ça, c'était la petite carotte qu'on nous a présentée, et c'était le gros truc qui sortait, et si on faisait exploser ce ballon, derrière ça allait dérouler et la loi allait passer. Bien sûr que non, c'était juste une blague. Et ça, c'est du cynisme porté à l'extrême, c'est faire titiller un peu la fibre de chacun et chacune de nous sur le décès d'un proche pour nous faire exploser là-dessus et après faire passer la loi derrière. Il y a aussi ce cynisme, et ça il faut en avoir conscience dans notre manière d'agir, dans nos pratiques militantes. Et de tout ça en fait, je pense que, et on le voit, et c'est un peu le retour sur la dernière phrase qui a été posée sur la tête froide et le cœur chaud, c'est en fait, on a tous des expériences militantes, on a tous des pratiques militantes, et ça, il faut savoir utiliser, il faut savoir allier en fait le pessimisme de l'intelligence qu'on a dans nos luttes et dans nos combats qu'on a vécus dans l'histoire, à l'optimisme de notre volonté en fait. Et là je remercie, c'est pas moi qui l'ai inventé cette phrase, c'est Antonio Gramsci qui était directeur du Parti communiste italien en 1935 et même avant, et qui s'est retrouvé en prison pour avoir milité. Toutes ces phrases et toutes ces visions et ces manières de militer, elles doivent être alliées là-dessus, sur le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Il faut savoir allier ces 2 choses-là. Voilà, merci à tous. Bravo. Merci. Pour terminer la soirée, je vais passer la parole à Alain Passal, le président de notre association, l'Atelier. Comme président, on en a assez comme ça. Je pense qu'il y a eu un très riche débat. Je remercie les 5 intervenants et tous ceux qui sont intervenus dans la salle parce que c'était un débat de fond très intéressant. Je rappelle quelques bricoles quand même. Bernard Friot vend et dédicace son livre, c'est en fond de salle. Il faut remercier nos partenaires, c'est-à-dire l'Humanité, Politis, Regard, Cerise et Lomos. Remercier la présence des partis politiques, enfin très à gauche, des syndicats et des collectifs. Remercier la présence aussi de RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, qui est là-bas. Donc vous pouvez aussi visiter la camarade. On signale qu'il y a la montagne de mercredi. Alors la montagne, on est passé chercher les invendus. Donc elle est gratuite, vous pouvez la prendre. Et il y a l'interview de Jean Gersin. Et elle est à votre disposition au fond de la salle. Prochaine rencontre de l'atelier le 21 avril dans cette même salle sur
égalité, fraternité avec Benoît Borix. Donc on demande aussi que vous veniez nous aider parce qu'on a commencé chez un certain Pierre Goldberg, on était 4 ou 5 autour d'une table. Aujourd'hui on se retrouve à 69 adhérents, ce qui n'est pas si mal. Donc tous ceux qui veulent adhérer à l'atelier, ils seront les bienvenus. Aidez-nous aussi parce que je crois qu'il y a un carton là-bas avec une forme dessus pour mettre des billets ou des pièces. Voilà. Et pour répondre un peu à Jean tout à l'heure, il y a une manif le 31 à Montluçon à 10h30 place Jean d'Ormois, ce qui veut dire que si aller à 10h30, ça oblige aussi, si on veut être nombreux dans la rue, à ce que dans les entreprises, il y ait des appels à la grève. Hein? Donc, il y aura des appels à la grève, parce que je suis allé à une réunion de la CGT mardi, et il y a, je pense que la Forge à Commentry va faire grève, que Adiceo, ancien Rhône-Poulain, vont faire grève, que les cheminots vont faire grève, que DF va faire grève, et que d'autres aussi, Dunlop, et d'autres aussi, hein, je ne vais pas tout récapituler, mais voilà. Alors pour Commentry, on propose un départ groupé devant le lycée Geneviève Vincent en partant de Commentry, lycée à 9h15, parce qu'on va essayer de faire une opération escargot, si on peut le faire, bien sûr. Voilà. 9h15. Donc il y a aussi, on aura besoin de bras pour ranger les chaises. Voilà. Et il y a des petits trucs comme ça, là-bas au fond de la salle, pour ceux qui sont intéressés par nos conférences. Alors il suffit de donner votre nom, votre prénom, votre adresse postale ou votre adresse internet. Voilà. Voilà, merci à tous. Ah oui, merci. Bravo. Bon. Ils sont partis comme une chinois pour défiler. Et ça serait bien. Voilà. On l'a vu terminé. Ça serait drôle. Les ondulations. Ah, bah. Non, mais après,